cherche toujours des solutions avec les intérêts communs. On crée un climat où on peut aussi, en tant que partenaire, adresser la question un peu plus difficile. Et comme Jean-Marc il a utilisé le mot hypocrite, oui, parfois, si quelqu'un dit ça c'est une réponse diplomatique, ce n'est pas toujours quelque chose qui est admirable, la réponse diplomatique. Parfois, on pense qu'il cache des choses, et puis, oui, il veut rester de bons amis, mais entre-temps, il a d'autres pensées dans sa tête. Ça peut être le cas. Alors, mais pour moi, une réponse diplomatique, c'est une réponse qui reste dans le respect, qui n'est pas le mensonge, qui ne nie pas les choses, mais qui reste dans le respect, mais qui aussi a des possibilités, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que ça va détruire le processus de confiance, de négociation, de discussion, de dialogue dans lequel on se trouve. Alors, pas d'hypocrisie, nous sommes des diplomates, nous ne sommes pas des journalistes. Et moi, en tant que diplomate, j'étais journaliste avant de devenir diplomate. Alors, je connais très bien le boulot de journaliste. On travaille avec l'information, on travaille avec des analyses, mais les journalistes ont toujours le devoir de publier. Les diplomates ont un devoir un peu différent. Tous pour le bien-être de la population ou l'intérêt commun, mais avec un rôle un peu différent pour les diplomates. Alors, c'est ça ce que je voulais dire sur la diplomatie. Maintenant, pour les objectifs de diplomatie. Alors, nous, les Pays-Bas, nous avons environ 110 ambassades partout dans le monde. À Moscou, à Bruxelles, à Caracas, à Manille, à Kinshasa. Et bien sûr, la diplomatie dans toutes ces ambassades n'a pas le même objectif. Nous avons différents objectifs pour différents pays. Alors, un collègue à Moscou, il fait un travail différent qu'un collègue à Bruxelles. Et moi, à Kinshasa, je fais une rotation qui est plus compliquée que jamais, avec des défis ensemble pour nous tous. Je parle de climat, je parle de guerre, je parle d'inflation, je parle de crise économique. Il y a beaucoup de crises communes qu'il faut adresser. Et nous ensemble, il faut réfléchir comment utiliser nos moyens, comment utiliser nos diplomaties, comment utiliser nos relations mutuelles pour adresser ces défis. Ce n'est pas facile, les intérêts ne sont pas toujours les mêmes, mais il faut le faire pour le bien-être de tous. Alors pour nous, ça se traduit dans, je dirais, 4 priorités que nous avons dans notre programme bilatéral en tant que partenaire de la RDC. Ça, c'est, comme j'ai dit, la stabilité dans l'Est du pays. C'est le climat et l'environnement. Là, la RDC se présente, vous le savez, en tant que pays solution. Nous sommes à côté de la RDC, nous sommes très actifs dans tout ce qui a à faire avec les forêts, avec la discussion comment utiliser les forêts, les richesses de la RDC pour le développement du pays, pour le bien-être de la population, et en même temps sauvegarder ces richesses aussi mondiales de la RDC. Et le troisième, c'est encourager le secteur privé. Ça veut dire encourager notre secteur privé de venir ici en RDC, parce que si on parle d'un développement de l'État, développement de son peuple, il faut impliquer le secteur privé. C'est le moteur de développement. Alors, c'est pour nous un défi de chercher là où il y a des entrepreneurs, là où il y a des centres de connaissances qui peuvent s'engager avec le RDC. Pour le propre intérêt, ce n'est pas pour faire de volonté, non, c'est aussi de chercher notre intérêt. Et le quatrième, c'est renforcer l'état de droit et la défense des droits de l'homme. Pour notre gouvernement, dans tous nos ambassades, dans tous les pays, c'est toujours un point que nous adressons, où nous sommes actifs, alors aussi en RDC. Et encore, parce que je sais que, je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé, j'ai encore 10 minutes? Oui? D'accord, parce que... alors, comment ça se traduit, ces politiques, ces priorités, dans la vie, dans les activités de notre ambassade et de moi-même en tant qu'ambassadeur? Et je sais que dans les échanges qu'on a eus à notre ambassade, les questions pratiques, mais qu'est-ce que fait un ambassadeur de jour à jour? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être ambassadeur? Ce sont des questions qui sont là aussi, qui sont bien sûr aussi aujourd'hui bienvenues. Et je ne vais pas cacher qu'au moins 40% de mon travail consiste des activités qui ne sont pas tellement importantes, mais pas toujours tellement intéressantes.
il y a toute la gestion de faire pour une ambassade, il y a la politique personnelle, la gestion de personnel, bien sûr il y a assez de travail dans le niveau consulaire, parce que la diplomatie, ce n'est pas seulement un instrument de développement, c'est aussi que nous avons le devoir, le besoin, s'il y a des compatriotes qui se trouvent dans des difficultés, ou bien pour l'entrée, la sortie du pays, d'être là pour défendre leurs intérêts. Alors ça c'est le consulaire. Il y a beaucoup de moments qu'il faut représenter mon pays dans les événements, dans les jours nationaux, etc., etc. Alors ce sont tous des éléments du travail de jour à jour. Mais je voudrais vous peut-être donner quelques exemples. Comment, dans la semaine passée, les 2 semaines passées, quand je vois quelques éléments du travail qui entrent dans cette priorité pour être un partenaire diplomatique pour le développement. Et si je commence pour le secteur privé, je dis que c'était un des 4 priorités. Là, par exemple, mercredi, chez moi à la résidence, vous savez, la résidence, c'est où habite l'ambassadeur. Ça, c'est l'ambiance et l'espace où on peut facilement accueillir des personnes pour un dialogue, pour un échange. Là, mercredi l'après-midi, on a eu une vingtaine de personnes, 6 représentants du secteur privé congolais, pour nous informer comment ça va avec le climat des affaires, avec les entreprises au Congo. Et ça c'est parce que nous avons pris l'initiative d'avoir un dialogue avec le gouvernement sur comment nous, et pas seulement les Pays-Bas, mais tous les pays ensemble peuvent aider la RDC pour renforcer la présence du secteur privé et renforcer le climat des affaires. Alors, le Premier ministre nous a invités pour une réunion le 13 septembre, et ça c'est, j'espère, le début d'une série de discussions, de dialogue entre le gouvernement et les partenaires. Et mercredi, alors, c'était la préparation de ce dialogue. Mais je ne vais pas cacher que là, il y a déjà un petit problème, parce qu'on veut être partenaire positif, et il y a aussi des grands soucis de certains éléments du secteur privé. Alors, vous le savez, dans le secteur de télécommunications, ce n'est pas toujours facile pour eux dans la situation actuelle. Alors nous, on reste dans le dialogue, on veut avoir un dialogue avec le Premier ministre pour montrer comment nous allons appuyer, comment nous allons intéresser notre secteur privé. En même temps, on ne peut pas toujours cacher. Et c'est pour cela qu'on a besoin de cette bonne relation de confiance pour aussi adresser les points les plus difficiles. Et hier, à notre résidence, j'ai eu le privilège d'avoir deux ministres, le ministre de VPM, de petites et moyennes entreprises, et le ministre de l'Éducation supérieure. Les deux étaient venus pour la clôture d'un programme de 9 mois qu'on a eu avec l'Université Erasmus, avec 7 institutions universitaires à Kinshasa qui ont élaboré entre eux, avec un accompagnement de l'Erasmus, un programme, un cursus pour entrepreneuriat aux universités. Parce que le ministre du gouvernement veut aussi que si les étudiants sortent de l'université, ils sont capables de gérer leur propre travail, d'être entrepreneurs. Alors, c'était un programme qui a été beaucoup de réussite des universités, qui est très content. Et c'est un autre exemple comment, en tant que partenaire, on peut travailler avec le gouvernement et comment on cherche les intérêts communs. Pour l'état de droit, je vais accélérer un peu parce qu'on a besoin de vos questions. Aussi mercredi, je pense, j'ai assisté au bureau de CEDH à la présentation d'un rapport sur l'état de prison et des arrestations arbitraires en RDC. Et là, la situation dans la prison, c'est un peu difficile. Alors, on nous a informé que dans la prison de Makala, c'était construit pour 1500 prisonniers. Au moment où il y a presque 10 000. Alors, c'est une situation compliquée. Le CNDH, qui est l'Institut congolais pour les droits humains, était hôte de cet événement et
et a voulu aussi, parce que c'est un point à adresser. Dans toute franchise, l'information est là. Alors ça, c'est une situation de droits humains qui mérite des actions et aussi de soutien des partenaires pour trouver une solution. Et autre exemple, hier, oui, c'était vendredi matin, j'ai eu échange avec quelques organisations représentants de la communauté de LGBTI qui m'ont informé sur leur situation, leur travail en tant qu'organisation de la société congolaise. Alors, ce sont deux petits exemples d'échange, de dialogue, d'écoute dans le domaine des droits de l'homme. Et pour l'environnement climat, là c'est très important, votre pays, la RDC, va organiser le PRECOP 27. C'est un événement international important qui va parler des défis de la planète sur le climat. Alors là, nous, les Pays-Bas, on a pris aussi dans notre rôle diplomatique, dans notre rôle de partenaire, on a pris la présidence du groupe des bailleurs qui parle sur l'environnement et climat. Et dans la semaine, on a eu beaucoup d'échanges avec la ministre, avec son département, comment d'abord une réunion à Yangami, de 5 à 7 septembre, après ici à Kinshasa, comment nos ensembles peuvent être partenaires dans la réussite de ces réunions. Et bien sûr, il y a aussi le dialogue sur les exploitations pétrolières. Il y a 30 blocs pétroliers et gaziers. Là, c'est toute une question de souveraineté du pays d'explorer le pétrole. En même temps, il y a les aires protégées. Alors là aussi, c'est important de comprendre ce qui se passe, de comprendre de quelle façon nous pouvons aider avec le secteur privé, mais aussi comment on peut protéger ce qui est important pour la population congolaise. Alors je vous donne en toute franchise quelques exemples de comment on est partenaire, mais comment aussi il y a des points où on cherche aussi le dialogue et on ne se cache pas. Ça c'est aussi pour la stabilité dans l'Est. Là, on a échangé beaucoup avec les collègues dans la région, avec les collègues ici, pour trouver la façon dans laquelle les Pays-Bas, mais aussi dans le contexte de l'Union européenne, on peut être et rester un partenaire pour la paix. Ça c'est important. Comment soutenir, et on est très content, je peux parler pour nous, mais je pense aussi pour l'Union européenne, que les processus entamés à Luanda et Nairobi, où la région prend à main un processus de négociation et trouver la sortie de crise, ça mérite tout notre soutien. Et avec les élections à Kenya, comme Jean-Marc a dit, et avec les élections à Angola, peut-être il y a un peu de retard dans ces efforts, encore une fois, diplomatiques de la région, que nous trouvons très important pour la région. Alors avec tout ça, c'était des activités, vous voyez, une semaine d'un ambassadeur est plein de différentes choses à faire, assez intéressant, assez important, et comme j'ai dit, toujours on cherche de façon de rester dans le positif, de chercher des solutions, d'être partenaire, mais aussi d'être un partenaire qui est franc et qui va pour le développement. Je pense que ça c'est aussi le rôle de la diplomatie, créer la confiance, respecter mutuellement les choix des uns et des autres, mais venir avec des arguments, venir avec aussi des idées qui peuvent aider à parfois trouver des autres solutions. Et je suis ouvert, comme les collègues, pour toutes les questions que vous avez. Monsieur le ministre, cher York, chers collègues, chers amis, chers étudiants, chères étudiantes, je suis très honoré d'intervenir devant vous aujourd'hui sur ce beau thème de la diplomatie et du développement. Mes propos, sans doute, en tout cas je l'espère, compléter l'introduction magistrale que vient de nous faire monsieur le vice-ministre. Et je voudrais en fait m'appesantir plus que sur la politique et que sur la diplomatie elle-même, sur les praticiens, sur les diplomates, sur ce qui porte nos valeurs. Je vais porter contestation forte, monsieur le ministre, en vous disant tout de suite que le diplomate n'est pas une hypocrite. C'est tout le contraire. C'est un homme sincère, c'est un homme d'intégrité.
réalité est un humanisme. Et donc, je vais essayer d'expliquer et d'étayer ma démonstration. D'abord, pour bien préciser les choses, le diplomate, finalement, c'est un des plus vieux métiers du monde. Au même titre que la courtisane, au même titre que le militaire ou le guerrier, au même titre que le clerc, le religieux, le prêtre, ou encore le banquier, ou encore le médecin. Ça fait partie des métiers fondateurs de l'humanité, par lequel notre humanité s'est construite. La guerre, la paix, les relations d'argent, les relations d'amour, les relations de pouvoir. Le diplomate est au cœur de toutes ces relations. Depuis que les hommes se sont organisés en communauté humaine et qu'ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas vivre en état de guerre permanente, que nous ne pouvons pas passer notre temps à nous bagarrer les uns les autres, à nous tuer les uns les autres. C'est un métier ensuite un métier codifié, avec ses procédures, ses normes, ses rites, ses principes. On ne devient pas ambassadeur n'importe comment. Il y a des rites de nomination d'un ambassadeur. Il y a la présentation des lettres de créance auprès du chef de l'État, auprès duquel on est accrédité. On a la présentation, avant la présentation de ces lettres de créance, une demande d'agrément pour bien vérifier que l'État partenaire est d'accord. Il y a aussi une série de règles qui codifient la vie diplomatique, comme par exemple l'inviolabilité des locaux diplomatiques, comme aussi, bien sûr, l'immunité diplomatique, pour s'assurer qu'un diplomate, dans un État partenaire, ne soit pas l'objet d'une persécution, ne soit pas l'objet d'une arrestation arbitraire. Et c'est au cœur de cette fonction diplomatique que ces rites, que ces processus, que ces codes ont été mis en place. L'idée centrale est bien de protéger les agents diplomatiques, les diplomates, dans leur mission. Cette structuration s'est renforcée, je dirais, à partir du Moyen-Âge, à partir de la Renaissance, à partir du XIVe, XVe siècle, avec l'apparition et la construction des États modernes. Pour être très clair, par exemple, le Royaume du Congo a établi sa première ambassade à Lisbonne en 1487 et auprès du Saint-Siège en 1535. La France, mon pays d'origine et de nationalité, a créé son ministère des Affaires étrangères en 1588 avec le roi Henri III, avec 3 grandes fonctions, l'intérieur, la guerre, les finances et les affaires étrangères. Cette structuration du métier diplomatique a été parachevée avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, qui constitue un petit peu notre Bible et que je vous invite tous à, bien sûr, si vous avez cette vocation en vous de devenir diplomate, à lire et à appréhender. Elle intègre en particulier des notions très importantes, des notions de réciprocité, des notions de hiérarchie, de valeur dans les messages qu'on passe. Il y a vraiment toute une codification, comme l'a dit fort bien tout à l'heure M. le ministre, toute une codification des messages qui peuvent être passés et de la façon dont on les passe. Et cette structuration est bien sûr très importante et ne permet pas de faire n'importe quoi. Peu de pays s'aventurent, en tout cas dans les époques récentes, à envahir ou à occuper une ambassade. De mémoire, le dernier incident diplomatique de ce point de vue, et qui a coûté très cher à l'État concerné, a été en 1979 l'occupation de l'ambassade des États-Unis à Téhéran par l'Iran. Donc j'ai dit un vieux métier, un métier codifié, structuré, qui répond à certaines procédures, à certains rites, et qui structure, qui permettent aussi à des gens de cultures très différentes de pouvoir se rencontrer et de pouvoir quelque part dialoguer. Ce qui amène aussi au fait de dire que c'est un métier qui est fondé sur l'altérité, c'est-à-dire sur la reconnaissance de l'autre et de ses valeurs. La philosophie profonde du diplomate, la philosophie profonde de la diplomatie, ce n'est pas de se mettre d'accord avec ses amis. C'est très facile de se mettre d'accord avec ses amis. C'est très facile de trouver un intérêt commun avec ses amis. Ce n'est pas forcément de
de construire des accords avec ceux qui partagent les mêmes opinions que vous. On le fait, et bien sûr, ça aide aussi. Mais ce n'est pas forcément le plus difficile ou le plus compliqué. Mais le plus difficile ou le plus compliqué, c'est bien de trouver un accord ou des compromis avec ses adversaires, avec ses ennemis, avec ceux qui ne partagent pas vos propres valeurs. Et avoir le moyen ici de dialoguer. Alors je voudrais ici reprendre les formules de certains de mes collègues français, par exemple Gérard Haro, et alors bon, bien sûr il parle d'un point de vue européen, et qui dit très clairement, la diplomatie c'est pour parler avec le diable, pas pour parler avec la Norvège. Donc la diplomatie c'est bien cela, c'est aller à la rencontre de l'autre, y compris celui qui est le plus différent de vous, y compris celui qui n'est pas d'accord avec vous, y compris celui qui vous en veut, y compris celui qui veut très mal se comporter avec vous. Une autre définition du diplomate que j'ai bien aimée, c'est celle de mon ami Jérôme Bonafont, dans un livre qui vient de paraître, Diplomatie pour quoi faire, traiter l'étranger, donc là on est bien dans la notion d'altérité, traiter l'étranger, c'est-à-dire l'autre, qu'il soit proche ou lointain, non pas par la force brute ou la soumission, mais par l'intelligence et la subtilité. Voilà la mission du diplomate. Donc la mission du diplomate, c'est bien celle-là. C'est de dépasser nos instincts les plus, je dirais pas les plus bas, mais les plus instinctifs. Celui de dire, ben, on n'est pas d'accord avec l'autre, donc ben, on va le cogner. De se dire, je vais essayer de comprendre la position de l'autre pour discuter avec lui. Et pour trouver un accord qui soit satisfaisant à la fois pour lui et pour moi. Alors, c'est un point, et c'est un point que je voudrais développer, qui me semble très important. C'est un métier qui nécessite une éthique personnelle irréprochable. Une éthique à plusieurs niveaux. Et parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes au cœur des plus fortes pulsions humaines. Vous êtes au cœur des relations de pouvoir. Vous traitez avec des présidents, vous traitez avec des rois, vous traitez avec des généraux, vous traitez avec des gens avec des chefs d'entreprise, avec des gens qui sont animés par des désirs de pouvoir très forts. Vous traitez avec des gens qui manient l'argent, qui peuvent essayer de vous corrompre, qui peuvent essayer de convertir vos vues. Vous traitez avec des gens qui utilisent les relations entre les hommes et les femmes, voilà, de certaine façon. Donc vous êtes au cœur de ces relations et de ces pulsions humaines qui ne sont pas toutes fortement fortes, qui sont parfois fortes, mais qui ne sont pas toutes honorables, qui sont des pulsions humaines qui guident aussi l'humanité. Le diplomate, dans ses relations, est quelque part comme le prêtre, comme le médecin. Il porte certains secrets qu'il ne peut partager. Il doit écouter. Il doit écouter et il ne doit lui-même en tirer aucun profit personnel. Ce n'est pas parce que vous apprenez qu'il y a un deal entre un tel et un tel que vous allez lui dire je vais essayer d'en profiter. Ça vous portera malheur si vous êtes diplomate. Ça, j'en peux vous l'assurer. Donc vous ne devez pas tirer de profit personnel, ni de profit personnel pécuniaire, ni de profit personnel en termes de relations individuelles avec d'autres, ni de profit personnel en termes de pouvoir ou d'influence pour vous-même. Parce que ce ne serait pas servir le métier diplomatique, ce serait servir autre chose et vous trahiriez votre éthique professionnelle. Cela ne vous empêche pas que dans le métier diplomatique, ça on me l'a dit quelquefois, cela vous force à fréquenter quelques escrocs ou quelques gens fort peu honorables. Et il y en a beaucoup dans ce monde en fait. Mais vous devez les fréquenter, ça fait partie de votre métier. Mais en même temps, vous ne devez pas vous compromettre avec eux. Et donc quelque part, vous devez avoir cet équilibre de relations humaines et d'écoute, bien entendu, qui reste toujours très, très important. Le secret, garder le secret. La transgression d'un secret peut faire échouer un accord de paix. La révélation inopportune d'une négociation, du détail d'une négociation, peut créer des difficultés dans votre pays ou avec un autre pays. Cette exigence du secret n'est pas toujours bien
politique parfois de ce que vous observez, ni par la population, parce que l'exigence de transparence maintenant est devenue également très forte. Mais il y a là un équilibre, une dialectique extrêmement importante à trouver entre d'une part la préservation de ce secret et d'autre part la réponse à l'exigence légitime, à l'exigence citoyenne de transparence. Je pense que c'est très important. Et ça, on en prend bien conscience maintenant aussi à la lecture des réseaux sociaux et des débats sur les réseaux sociaux, qui apportent beaucoup de choses, qui sont des sources d'apprentissage. Enfin, on y apprend vraiment beaucoup de choses. Mais on y apprend aussi que si vous n'avez pas le recul, ou si vous n'avez pas la possibilité d'introduire un petit peu de distance avec l'autre, si vous rentrez dans la confrontation avec l'autre, ben vous allez tout de suite au clash. Et tout le métier du diplomate, c'est d'éviter justement l'émergence de ce clash. Donc c'est là, pour moi, un point fondamental. Alors sur l'exigence du secret, elle est là, elle est très codifiée d'ailleurs dans la plupart de nos pays, y compris je pense en République du Congo. La déclassification des documents, ça prend 10 ans, 30 ans, parfois 50 ans, parce qu'il y a aussi des intérêts à préserver. Il y a des individus qui peuvent être concernés par certains accords. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Et donc, il faut préserver la vie aussi des gens et des individus concernés. Et c'est pour ça que le secret diplomatique est aussi important. Dans la définition de son éthique, donc j'y reviens parce que je pense que l'éthique diplomatique est au cœur du métier diplomatique, le diplomate doit toujours s'interroger sur la cause et le sens de ce qu'il défend. Pour qui et pourquoi agit-il? Quels sont ses moteurs? Alors bien sûr, il y a des intérêts individuels. Les intérêts individuels d'un diplomate, qui peuvent être des intérêts de carrière, qui peuvent être des intérêts financiers, qui peuvent être des intérêts de pouvoir. Et là-dessus, je pense que vous l'avez dit assez clairement tout à l'heure, c'est une chose dont le diplomate, dont l'ambassadeur se méfiera par-dessus tout. Parce que c'est quelque chose qui le mènera peut-être à sa perte. S'il n'écoute que ses intérêts, que son intérêt individuel, il ne mènera évidemment pas la politique diplomatique que son pays exige que lui, que son organisation exige de lui. Il y a les intérêts individuels de ces maîtres politiques. Moi-même, diplomate français, j'ai servi des gouvernements de droite, j'ai servi des gouvernements de gauche, j'ai servi plusieurs présidents de la République, le président François Mitterrand, le président Jacques Chirac, le président Nicolas Sarkozy, le président François Hollande, le président Emmanuel Macron. Et ce sont des personnes qui ont des visions, qui peuvent aussi avoir des visions totalement différentes, divergentes. Mais vous, diplomates, vous les servez, parce que vous servez l'État. Mais vous ne devez pas, et vous devez faire attention à ne pas servir ce qui pourrait être leurs intérêts individuels exclusifs. Et là, nous sommes aussi dans la dialectique entre le service de l'État, le service des dirigeants, le service du politique. Et donc là, le diplomate, quelque part, doit faire attention. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une politique, il faut que vous écriviez une note, il faut vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et il faut toujours avoir cette éthique personnelle de dire les choses. Et le cas échéant, si on n'est pas d'accord, de quitter son métier ou de démissionner de son poste. Parce que fondamentalement, vous n'êtes pas d'accord avec la politique qui est conduite. Des intérêts individuels, donc pour qui et pourquoi agit-il? Des intérêts individuels, je viens d'en parler. Des intérêts nationaux, bien sûr, l'État dont vous êtes originaire, la patrie. Alors là, je reprends la formule britannique, my country, right or wrong. Mon pays, vrai ou faux, c'est d'abord mon pays que je sers. C'est d'abord les intérêts de mon pays que je sers. Et là, c'est aussi effectivement quelque chose de fort. Ce sont vos intérêts nationaux, quand vous êtes diplomate, que vous portez et que vous allez défendre. Et parfois, pour ces intérêts nationaux, autant il vous est interdit de mentir, autant il vous est interdit de trahir, si l'intérêt supérieur de l'État vous le commande, vous
pouvez avoir cette réflexion. Voilà. Où est la limite quelque part? Et donc là, c'est aussi extrêmement délicat pour un diplomate. Et la délicatesse du diplomate, c'est à ce moment-là d'essayer évidemment de ne pas blesser l'autre et d'en revenir à ce que je disais tout à l'heure de l'altérité et de la reconnaissance de l'autre. Et au-delà des intérêts personnels, au-delà des intérêts nationaux, il y a aussi quelque chose d'un peu supérieur, qui sont les intérêts collectifs. L'intérêt collectif international au service de la paix et du développement. Parce que nous aspirons tous à la construction d'une société internationale fondée sur d'autres valeurs. Parce que nous aspirons tous à ce que la guerre ne soit plus un moyen de règlement des différends humains. Parce que nous aspirons tous à ce que nous puissions sortir de la misère, de l'extrême pauvreté. Et pour cela, nous avons besoin de nous unir.